Ouais. Tu as déjà fait un podcast, Célia? Bah non, La première. évidemment que non. Non, Ouais, non, j'ai pas du jamais tout. fait comme ça non plus. Ouais. Format particulier. Ouais, c'est clair. Non, Voilà, non, je suis mais... curieux de voir le Ouais. format, Ouais, c'est rigolo. c'est novateur. Bienvenue dans CrossPaths, le nouveau podcast de l'UTMB World Series. Chaque mois, 2 coureurs, un élite et un amateur se rencontrent pour échanger autour du trail et de ce qui le représente à leurs yeux. Dans leurs conversations, ils dévoilent également ce qui les motive dans la vie et comment ils l'expriment sur les sentiers. Ils partageront leurs passions et inspirations et apprendront à mieux se connaître pendant ce temps d'échange. Et nous aussi. Pour ce 4e épisode, Thibaut Garivier, le célèbre trailer docteur, vainqueur de la CCC en 2021, nous accueille dans son foyer. Il échange avec Elia Collignon, une coureuse pour qui le trail a transformé sa vie. Ils y parlent de comment être performant dans les différents aspects de la vie, de l'importance d'une alimentation décomplexée dans la pratique du trail et de la magie d'un concerto. Nous espérons que vous apprécierez ce moment où leurs chemins se sont croisés. Salut Thibaut. Eh ben, bienvenue à la maison. Merci de nous accueillir. C'était trop bien. Avec plaisir. Si t'es d'accord, je te propose de te faire une petite description pour que tout le monde sache qui tu es. Donc Thibaut, tu as 32 ans et tu vis à Annecy où tu nous reçois aujourd'hui. Tu es un athlète de haut niveau en trail running, membre du team Oka et de l'équipe de France de trail long. Tu t'es illustré notamment avec des performances telles que la victoire sur la CCC en 2021 et plus récemment sur le Mute à Madère. Et je crois que c'est un terrain de jeu que tu aimes particulièrement. Tu es aussi connu pour ton mental d'acier et ta détermination sans faille. Tu as une approche humble et un amour profond pour la nature. Tu incarnes l'esprit de l'athlète engagé et tu es une source d'inspiration pour de nombreux amateurs de sport outdoor. Tu mènes cette carrière au plus haut niveau en trail en parallèle de ton métier de radiologue que tu exerces à la clinique d'Argonay à Annecy. C'est ça. Est-ce qu'à ce stade, il y a des choses que tu voudrais ajouter ? Non, ça me semble déjà bien complet pour une introduction assez élogieuse. J'espère que je suis qu'à un tiers de ma vie, donc il y en aura peut-être à rajouter plus tard, mais pour l'instant, c'est déjà bien. Je vais faire ta présentation. Donc, Elia, tu as 28 ans, tu es originaire de Chamonix. Tu as fait tes études en Suède, puis en Suisse, où tu obtiens un master en gestion hôtelière. Il y a 2 ans, tu plaques tout pour voyager 1 an en van avec ton copain, au programme Irlande, Écosse et Norvège. Des super paysages et surtout beaucoup de rando. Mais pas d'orques, à ton grand désespoir. De retour à Chamonix, tu t'es récemment blessé au genou, donc en ce moment c'est plutôt VTT et vélo de route que course à pied, mais la reprise ne saurait tarder. J'espère pour toi. Tu t'es blessé, toi, au cours de ta carrière ? Ouais, j'ai eu aussi... Alors moi, ça n'a pas duré 3 semaines. J'allais dire tout à l'heure. Le genou, finalement, 3 semaines, ça va. Ça fait 3 semaines, on verra combien de temps ça... Oui, c'est vrai que moi, j'en étais venu à là aussi. Mais finalement, de 3 semaines, j'étais passé à 3 mois et puis ça a duré 1 an. Donc, Ah oui. ouais, j'étais une fracture de fatigue au talon. D'accord. Et c'est une blessure qui était suite à un surentraînement ou autre ? Ouais, j'avais décidé... Ouais, clairement, surentraînement. Bon, il y avait plein de paramètres. J'avais décidé de... Moi, j'ai jamais fait de course à pied jeune. Et ça a toujours été mon point faible, finalement, c'est de courir, quoi, vraiment, quand ça court fort. Donc, en fait, cet hiver-là, je m'étais mis dans la tête de vraiment développer des qualités de coureur à pied, sur le plat et tout, tu vois, parce que j'aimais bien la montée et la descente, mais sur le plat, ça allait pas bien. Donc tout l'hiver, j'ai fait de la prep physique, de la pliométrie, etc. dans ce sens. Je m'étais mis à courir avec des chaussures légères. Donc en fait, tout cumulé, ça a été un trop-plein. Donc j'ai atteint un très bon niveau sur le plat. Je vais passer des séances qui étaient top. Sur les crosses, je faisais les crosses l'hiver, c'était top. Et puis finalement, quand je suis arrivé le plus en forme, au moment de commencer de basculer sur le trail, début mars, j'étais au top de ma forme et quand j'ai transposé ça dans le dénivelé, j'ai tout cassé. Ça a craqué. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait ça et puis ensuite derrière, j'ai enchaîné les mauvaises décisions. Je faisais du home trainer dans l'appart, je forçais trop, donc en fait j'ai entretenu. Je faisais du vélo dehors, mais en fait on m'avait dit tu peux faire du vélo, mais moi j'avais fait des 250 bornes, 7000. Donc c'était n'importe quoi. Ouais, tu poussais un peu. Et donc dès que j'ai commencé à recourir le 15 août, j'ai peut-être fait 6 footings de 20 minutes, j'ai refait une fracture. Ah ok. Donc, même endroit ? Même hausse en tout cas. Donc là ça a été, alors pas plâtre, mais j'ai fait des béquilles tout l'automne, pas de sport pendant 3 mois, pas de sport du tout, pas de vélo, pas rien. Et tu vois, donc là ça m'a mené, donc 15 août, ça m'a mené tout début décembre. Et début décembre, j'ai repris donc juste le ski de fond.
Et j'ai repris la course à pied quasiment le 1er janvier, quoi, tu vois. Et la reprise, Par contre, reprise, alors là, ouais, j'ai eu le droit à toutes les tendinites que tu peux avoir de la cheville jusqu'aux hanches. D'accord. Sans par le genou. Ouais, donc forcément, même progressivement. 10 mois d'arrêt complet à pied. Donc là, forcément, ça a été entrecoupé de reprises, et puis de reblessures, recoupures, reprises. Et donc, j'ai vraiment commencé l'entraînement sans plus jamais me blesser en mars, fin mars. D'accord. Ouais, pour te donner, tu vois, 15 mars. À peu Wow. près. Et Donc, là, maintenant, plus de douleur. Et là, non, plus de douleur. Alors, j'ai eu des douleurs fantômes pendant 6 mois derrière, où j'avais plus rien à l'IRM, ou en tout cas plus rien de pathologique. Ok. Pendant 12 mois, tous les jours, parce que moi, je suis un peu obsessionnel et mon cerveau, tu vois, en fait, c'est dingue. Mais quand tu es blessé à 1 an, je te le souhaite pas. Mais tu sais, le contact du drap dans le lit me faisait mal. Enfin, là, en fait, aussi au talon, rien que le contact de la chaussure, tous les jours me faisait mal. Donc, j'allais au boulot, j'avais mal, tu vois, quand je travaillais. Enfin, en tout cas, dans mon cerveau, j'étais devenu fou, quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, donc ça, mon cerveau, il l'a senti 6 mois, durant 6 mois après. Au tel point que j'avais même refait une IRM, j'avais des douleurs. J'avais fait la course de sélection début juillet, et donc c'est l'année où j'ai gagné la CCC. Donc j'ai refait une IRM 3 semaines avant la CCC, parce que j'ai l'impression d'avoir refait une fracture de fatigue. Et en fait, j'avais rien du tout. Ça a été le premier point de bascule dans ma tête, parce que là, c'était pathologie mentale. Hein. Donc, ça a été de voir qu'en fait, c'était mon cerveau qui délirait. Et ensuite, quand j'ai passé la CCC, qu'il y avait l'effort de 10 heures dessus, que j'avais pas mal et tout, que j'avais gagné la course, donc là, puis accessoirement, je m'étais pété 4 côtes pendant la course. Pendant la course. Donc, j'avais mal ailleurs. Et ça a été le point final de cette blessure. Donc finalement, tu vois. Ça a dévié l'attention. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas toi comment tu le vis, si tu arrives à avoir peut-être transposé un peu ton intérêt dans d'autres milieux de la vie, parce que je pense que c'est la clé, mais moi perso j'y arrivais pas trop. Bah c'est difficile après à ton niveau, c'est beaucoup plus difficile qu'au mien, je pense. Ouais, après ça dépend, c'est le niveau de la passion, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est l'investissement tous les jours. C'est vrai. Il y a aussi le niveau de la passion. Il y a moi je trouve que tu vois, pour faire ce parallèle, il y a plein de gens qui s'entraînent moins que moi et qui ont plus la passion du trail, tu vois. Moi, j'ai la passion du sport et de la perf. Et tu vois, il y en a, comme toi, je pense, où tu me dis, quand je fais pas de trail, j'ai l'impression de perdre du temps. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Non, moi, je c'est pas pense ça que du tu tout. veux dire, c'est le niveau de passion. Et moi, ça m'a fait réfléchir, mais finalement, avant, je m'entraînais pas en fait. Enfin, je considérais pas ça comme de l'entraînement. J'allais en montagne, j'allais avec les copains et je me suis mise à m'entraîner quand je me suis inscrite au club de trail de Chamonix, où là ça a plus pris forme. Et là, l'année dernière, j'ai décidé de un peu plus m'entraîner sérieusement en vue d'un objectif qui était dimanche, qui arrive là, ce week-end, qui était le trail des 8 refuges à Passy. Et donc c'était mon plus long pour le moment. J'ai fait au maximum en course en tout cas un marathon, enfin le marathon du Mont Blanc. Okay. Et après en off j'ai fait un peu plus, mais ça ne tourne pas plus de 50 km en général. Okay. Donc là je m'entraînais depuis le mois d'octobre assez sérieusement. Quand même un bon investissement en temps. Je m'entraîne en moyenne 12 à 14 heures semaine. Du coup avec le boulot à côté, c'était mon engagement perso sur cette année. Et j'étais super épanouie comme ça. Mais finalement, j'ai quand même accumulé pas mal de fatigue. Et bon, ce petit séjour dans le Jura, ça s'est fini en blessure. Mais je le prends bien. Ok, ça va. Je le prends bien. J'ai commencé l'entraînement en me disant, de toute façon, ce qui me passionne, c'est l'entraînement. Ouais. Et si la course est annulée la veille, oui, ça va pas me faire plaisir, mais je vais pas en faire un scandale. Ouais. Bon, quand ça arrive, je faisais quand même pas la maline. Le jour où j'ai Après, ça dépend du niveau d'investissement, parce que moi, ça m'était arrivé au 90 du Mont Blanc, où vraiment c'était ma course de passage avant l'UTMB. J'avais vraiment besoin de ces repères. J'étais bien prêt et tout, et c'est vrai que plus tu y mets de l'investissement jour quotidien, et plus... Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. J'ai pas le recul qu'a mon pote Nico Martin, où tu as vraiment le recul sur la vie, mais il est un peu plus vieux aussi. Je prends les choses un peu plus à cœur, et
Quand bien même, j'ai quand même... Enfin, je sais pas, toi, tu bosses à temps complet? Ouais, je bosse à temps complet. Tu fais quoi? Parce que je suis responsable développement dans un groupe hôtelier. Donc, je m'occupe de construction de nouveaux hôtels pour le groupe. À Chamonix? À Chamonix, et dans la vallée. Ouais, donc c'est plutôt quoi, un métier de bureau, enfin. C'est complètement un métier de bureau et je suis pas mal sur les chantiers aussi, mais oui, c'est pas un métier où je suis très active. Ouais, physiquement quoi, mais physiquement. Après, oui, c'est mais par que contre, la ça moitié demande, d'un truc, voilà, c'est ça. C'est ça. Que dès que t'as des responsabilités, tu peux être assis sur une chaise et transpirer toute la journée. Ah oui. C'est temps plus, oui, c'est autant physique. Ça prend de l'énergie Mais oui. différemment, mais oui, complètement. Ouais. Moi, j'ai pas réussi à, tu vois, quand bien même mon métier, la médecine, pour moi, c'est pas une passion, tu vois. Mhm. On dit c'est un métier passion et tout. C'est vraiment un métier que j'aime et je me verrais pas trop faire autre chose. J'avais pas d'autres projets. Tu vois, en allant en médecine, je me disais pas, enfin, si, j'aurais peut-être fait de la kiné ou si j'avais pas eu le concours, mais vraiment, je me voyais pas trop faire autre chose. Et puis, finalement, j'arrive pas non plus à transposer trop quand je me suis blessé longtemps. Alors oui, j'ai travaillé plus, en fait, je me suis dit, c'était facile, j'ai pris des gardes de nuit en plus, je travaillais 80 heures par semaine et en fait, je me suis dit, on va déménager, puis comme ça au moins je mettrai un peu d'argent de côté, comme ça on pourra peut-être acheter une maison. Mais il me manquait quelque chose, tu vois. Vraiment, ouais, j'étais en dépression en fait, et je m'en suis rendu compte après, mais c'était peut-être un gros mot, mais ça me pesait tous les jours, quoi. Jusqu'à avoir vraiment des downs émotionnels. Tu vois, une ou deux fois dans l'année, sur cette année de blessure où j'avais quand même les larmes aux yeux en pensant, tu vois, que bon, tu sais, tu vois les autres courir et tout, mais c'est surtout que, ouais, c'était de la santé mentale plutôt, tu vois, vraiment. Je pense pas être quelqu'un d'hyperactif où, tu sais, j'ai pas toujours envie de faire quelque chose, envie d'en rajouter. Je suis bien, surtout maintenant, un peu en vieillissant, entre guillemets. Tu vois, j'aime bien être à la maison et puis des fois rien faire, ça me gêne pas du tout. T'y arrives? Ouais, complètement. Mais par contre, là c'était trop, quoi. Moi, j'ai fait le choix aussi de me réaliser beaucoup dans le sport. C'était le choix de la médecine ou du sport. Malheureusement, c'est quand même un choix qu'il faut faire. Le choix de l'excellence, c'est ça. Enfin, dans tous les métiers d'ailleurs, tu peux viser l'excellence et tu peux faire le job, tu vois. Et moi, il y a plein de moments où dans mes études de médecine, je me suis mis un peu des barrières, des stops. Je me suis dit, bon là, je fais le choix de se dire, là, je vais pas aller dans cette voie-là. Tu vois, par exemple, maintenant, en tant que radiologue, on peut faire un peu des activités de chirurgie. Okay. C'est un choix que j'ai pas fait parce que je me suis dit, ça va me prendre aussi beaucoup sur ma vie perso, finalement. Ma vie perso, je l'imaginais plus, ma vraie passion, c'est de... Alors faire du trail, je sais pas, mais en tout cas faire du trail, du vélo, tu vois. Du sport. Faire du sport en fait. Tout cas. Ouais. Là aujourd'hui, tu travailles encore? Ouais, je travaille, mais alors à mi-temps depuis l'an dernier. D'accord. Je suis à peu près 30-35 heures par semaine, avec un peu les heures administratives, parce que maintenant je suis associé à la clinique. Oui, donc à mi-temps... Un mi-temps de médecin. Oui, voilà. 35 heures. Mais c'est ça, je faisais vraiment entre 70 et 100 heures quand j'étais à Lyon. Quand j'ai gagné la CCC, je faisais ça, des gardes de nuit. Et tu trouvais l'énergie de t'entraîner? Ouais, je trouvais l'énergie sur les repos de garde en plus, tu vois. Vraiment, je faisais 24 heures de garde et j'allais me mettre 5 heures à pied le lendemain. Et justement, quand est-ce que tu as eu ce déclic de te dire là, je sens que j'ai du potentiel en trail, il faut que je persévère? Et quand j'ai gagné la Transvue. Ok. Transvulcania en 2019, en fait, je m'y attendais pas du tout. J'avais fait 3 l'année d'avant, j'y retourne et j'ai avec un objectif de temps. Et en fait, je voulais faire 15 minutes de moins dans ces eaux-là. Je savais que j'en étais capable. Et en fait, je fais 30 minutes de moins, quoi. Et je gagne la course. Tu vois, il y avait Peter Engdahl et Dimitri Mitriev. En plus, c'est une course qui a été très courue par Hernando, Jornet. Donc, il y avait quand même des chronos de ref et c'était déjà une belle perf internationale. Déjà, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit, là, ça vaut le coup quand même de s'investir. Deuxièmement, je me suis dit, en fait, déjà, ce résultat, il me suffit. J'ai eu un espèce de soulagement de me dire, en fait, si par exemple, on me dit, ta carrière, elle s'arrête là, pour une raison X ou Y, j'étais content. Ouais. C'est vrai. J'avais gagné une course qui, pour moi, était un niveau de perf international. Et c'était la seule chose que, voilà. Je sais bien en commençant tard, en n'ayant pas les acquis de l'athlète, en étant quand même médecin à côté, j'ai fait aussi le choix c'est des contraintes. Maintenant, avec la professionnalisation du sport, il faut quand même dire la vérité.
je pense que ce sera difficile de gagner l'UTMB pour moi, par exemple. Tu vois, il faut rester sur terre. Maintenant, les 5 premiers de l'UTMB, c'est que des pros, quoi. Ils font que ça, ils font un stage droite à gauche. Bon, ça me rend pas triste et tout, mais c'est vrai que moi qui aime la perf et l'engagement, après, il faut aussi se dire que peut-être que j'aurais pas été capable de le faire dans la mesure où j'ai toujours trouvé mon équilibre à faire les deux. Et que faire que du sport, c'est dur, quoi. Justement, j'allais te demander si tu envisageais de mettre de côté ta carrière pro, on va dire, consacrée au sport. Ouais, j'ai eu le choix, en fait, quand j'ai gagné la CCC, parce que Oka m'a offert cette possibilité. Et pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est quand j'ai vu comme j'ai réagi à la blessure longue, je me suis dit... je vais finir autour d'une corde si je fais que ça de ma vie et que je me reblesse. Et puis deuxièmement, la médecine, c'est pas finalement trop un métier où, en tout cas, je suis jeune médecin, je me sens à l'aise de m'arrêter comme ça. Ça demande énormément de connaissances et d'actualisation tout le temps de boulot à la maison. Tu vois, des fois, on me demande est-ce que tu lis des livres sur l'entraînement ? Non, enfin, c'est vrai que les peu de livres que je lis des livres de médecine parce que j'ai quand même besoin de me former. Et si par exemple on me disait tu t'arrêtes de travailler 3 ans, derrière c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Ouais. Et puis bon, après ça reste de la médecine, donc c'est pas, tu vois, comme si je m'arrête de courir, ça n'engage que moi. Là, il y a quand même aussi de la responsabilité médicale, c'est quand même de la santé, même si je suis entre guillemets que radiologue, on a quand même un... Donc voilà. Toi, c'est un truc qui te plairait, non ? D'être, je sais pas, d'être pro. Par exemple, si demain, tu gagnes la CCC. Je me suis jamais posé la question parce que j'ai jamais eu l'occasion de me la poser. Mais non, je pense que moi, je gère beaucoup mieux les choses quand je fais plusieurs choses à la fois. Ouais. Donc là, par exemple, je travaille à temps plein. Mais je travaille, mais je fais aussi une formation de naturopathe à côté parce que ça m'apporte aussi un équilibre perso. Mais donc faire une carrière pro, je pense que j'aurais aussi une gestion de la pression où ça m'apporterait à ce niveau-là. Mais j'aurais besoin d'avoir un équilibre avec autre chose à côté, je pense. Ouais. Mais bon, après... Ouais, je pense que là-dessus, on se rejoint bien. C'est toujours le au cas où. Moi, j'ai toujours été assez prévoyant dans la vie. Et comme tu dis, en fait, si tu te blesses, alors déjà, en tant qu'amateur, quand tu te blesses, c'est quand même difficile à vivre quand tu passes une belle partie de ta semaine à courir et à partager ça et que c'est une vraie passion prenante. Là, ça fait du temps libre. Ça fait trop de temps libre. Non, après, t'as raison, on met à profit pour d'autres choses. Ouais. On voit plus la famille, plus les amis, enfin différemment. Et moi, là, dans mon cas, je suis super contente, ça me fait découvrir d'autres sports. C'est presque un cadeau, mais si dans le cas d'une immobilisation complète comme toi, je pense que c'est beaucoup plus difficile à vivre. Ouais, vraiment. Et tu te souviens de ta première course ? Première course, c'était Ventoux, Trail du Ventoux, je sais pas si tu connais. Non, je l'ai jamais faite, mais je vois... Sympa à faire. Après, début de saison, c'est dur quand tu c'est ça, c'est le premier. Cham, ça n'a pas trop de sens. Mais premier vrai trail, c'était ça. Ça, ou d'ailleurs, je me souviens jamais dans quel ordre, mais la Gap en cime aussi chez moi, le trail long, j'avais fait l'un ou l'autre. Ouais, parce que c'était le parcours qui me paraissait géant quand je l'avais vu quand j'étais petit. Mais non, c'est de bons souvenirs. Mais encore une fois, à cette époque, j'étais encore accroché au triathlon. Et c'était... T'en faisais beaucoup ? Non, j'en faisais pas beaucoup, mais mon objectif vraiment, c'était de faire l'Embrunman. Tu connais ? Ouais, bien sûr. Surtout à Gap. C'est un truc mythique. Donc, je voulais vraiment faire ça. Et d'ailleurs, donc c'était l'Embrunman, l'UTMB et de faire une Coupe du Monde de raid. Donc toi, tu dirais que là, ta course, tu m'as parlé du marathon du Mont Blanc, c'est ta course un petit peu de référence sur laquelle tu... Non. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Le marathon du Mont Blanc, c'était un bon souvenir, mais je me sentais particulièrement mal pendant cette course et après, j'ai su que j'avais un problème de santé. Donc, j'ai pas forcément très bien vécu cette course à première vue, mais ça m'a motivée en tout cas à le refaire en forme et à m'entraîner pour d'autres courses. Comme je te disais, jusque-là, je ne considérais pas que je m'entraînais vraiment. Je n'avais pas de plan d'entraînement très cadré. Et là, cette année, j'étais bien motivée. Bon, là, ça ne passera pas pour dimanche, mais dans l'été, il y aura plein d'autres courses. Je fais l'UTAT au Maroc en format challenge à l'automne.
les dentelles. Et cet hiver, j'aimerais bien me mettre aux courses de ski alpi dans l'objectif de faire la Pyramenta dans 2 ans. Ouais, je crois que moi, c'est pareil. C'était un peu le truc que je m'étais dit cet hiver. Clairement, j'avais dit, je m'étais dit, bon, là, c'est pas la peine. Il me manque vraiment le niveau en descente. Et puis bon, techniquement. Mais je m'étais dit ça un petit peu. Ouais. Bon, on m'a dit, voilà, si tu fais un peu des courses... oui, voilà, faut une première saison, et puis pas se presser et être sélectionné, parce que bon, toi, ce sera facile, je pense, mais je sais pas. Quand tu es anonyme, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, ça, c'est les objectifs à moyen terme et long terme. Et toi, c'est quoi sur cette année ? J'ai calqué 2023 sur 2022, c'était toujours vraiment UTMB mondiaux. Alors, l'an dernier, c'était dans ce sens-là. C'était aussi l'ordre du calendrier. Et puis cette année, c'est drôle, c'était aussi de l'ordre du calendrier. Je m'étais dit, j'aimerais bien vraiment faire des bons mondiaux parce que suite à la déception, entre guillemets, de l'UTMB de l'an dernier, c'était mon premier, j'en ai fait qu'un, là ce sera mon deuxième. C'est quand même un format qui nécessite de l'expérience et c'est je pense qu'il y a que Kylian quasiment qui est arrivé sur un 100 miles et qui a réussi directement. C'est vrai que les gars qui réussissent, ils en sont déjà à leur 4, 5, 6e. Donc ça, il faut aussi avoir, je pense, l'honnêteté de le reconnaître. Moi, c'est pas vraiment une distance vers laquelle je me dirige. J'aime bien rester performant sur des distances un peu plus courtes. J'adore le maratrail, j'adore le format 60-70 où je trouve qu'en tout cas pour moi, pour mon niveau d'entraînement, c'est vraiment le dernier format où j'arrive à impliquer le maximum de mon niveau physiologique. Okay. Voilà, mais après, je garde toujours l'UTMB. Ce qui me plaît, c'est le challenge. Donc, tu vois, moi... Vraiment, le sport, je vois toujours... alors, c'est un avantage et un inconvénient, hein, c'est un peu rébarbatif, mais je vois vraiment par le prisme de la performance. Tu vois, le raid, par exemple, là, c'est que du plaisir. Le vélo et tout. Parce qu'aussi, peut-être que j'ai pas les capacités. Tu vois, tu me mets sur une course de vélo, de toute façon, je peux pas descendre comme les mecs. Donc, tu sautes du groupe direct. Bon, il n'y a pas de discussion. Mais tu vois, vraiment, le trail, ce que j'aime, c'est... l'implication, la progression, la confrontation et vraiment la compétition, tu vois. C'est ce qui m'anime toujours. Et ce que je respecte d'ailleurs dans ce sport, c'est vraiment la performance, tu vois. Que les mecs aillent faire 300 bornes et tout, un ultra par semaine, enfin, ça n'est pas du tout quelque chose qui m'excite. Enfin, en fait, tu trouveras toujours plus. En fait, l'être humain, il est fait pour se déplacer. On est fait pour marcher du 1er janvier au 31 décembre sans s'arrêter. Tout le monde, les mecs l'ont montré. Il y a encore un mec là qui va traverser les États-Unis dans un sens à pied, j'ai vu, et dans le retour en vélo. Bon, il va faire 10 000 bornes. En fait, tu peux toujours faire plus, quoi. Mais pour moi, c'est pas un marqueur de la performance. Oui, ça dépend du rythme. Par contre, tu vois, voilà, faire un tour du Mont Blanc en 20 heures, je pense que là, ça te détend un peu, quoi. Là, il n'y a pas, tu vois, ça, il n'y a pas tous les êtres humains qui sont capables de le faire. C'est comme courir un marathon en 2 heures ou en 2h05. Ça, il n'y a pas tous les êtres humains qui sont capables de le faire. Et c'est ça que je respecte dans le sport, c'est la performance, tu vois. Mais voilà, ce qui me plaît aussi, moi, dans la vie, c'est de réussir sur plein de plans. Enfin, moi, j'ai toujours été... C'est drôle, mais dans le sport, j'ai été bon nulle part, mais mauvais nulle part. Ouais. Tu vois ? Donc, j'ai fait de l'équitation, du kayak, de la natation. J'ai fait du ski de fond, du VTT, tout ça en club. Natation, course à pied. Enfin, c'est quand même toujours un peu touche à tout, mais le trail, c'est un peu le premier sport où je me trouve peut-être, où on m'a dit, ouais, là, il y a peut-être quand même un peu des velléités, etc. Mais encore, il y a bien mieux, quoi, sur le marché. Hein. Et par contre, tu vois, c'est vrai que quand, je sais pas, tous les autres sports dont je t'ai parlé avant, et notamment le ski de fond, tu vois, je voyais bien que j'étais pas doué, quoi. Donc, je m'entraînais, j'ai essayé de progresser, il y a une grosse part technique et tout. Mais c'est ça qui m'anime vraiment mentalement, c'est la progression. Et sur ton UTMB 2022, tu disais que tu étais déçu. T'es déçu du classement ou t'es déçu de ta gestion de course ou je crois que t'es parti un peu plus vite que ce que tu pensais. Ouais, je suis déçu de tout en fait. Là, c'est dur à dire comme ça, mais je trouve pas un truc que j'ai bien fait, tu vois, et c'est la seule course sur laquelle ça m'était arrivé. Tu vois, par exemple, là, aux mondiaux, j'ai bien fait tous les aspects de la performance en trail. Par contre, je n'avais pas les jambes, tu vois. D'accord. Donc, j'étais plutôt bien préparé. J'étais en forme 2 semaines avant, en forme 2 semaines après. Mais le jour de la course, ben, je sais pas, j'étais pas
Ah, c'est comme ça, c'était pas la bonne journée, je pense. Par contre, derrière, j'ai assuré au ravito, j'ai assuré au pacing, j'ai assuré, tu vois, j'ai pas eu de soucis de rien du tout, tu vois. À l'UTMB, c'était l'inverse. J'ai rien fait de bien, tu vois, rien. Et ce qui est vraiment ma force, je pense, je l'ai mesuré maintenant en prenant plus le temps de faire des tests, des études avec les capteurs, de tout ce que tu veux, c'est que je ressens vraiment bien l'effort. Je pense que c'est vraiment ma force numéro 1, parce que quand j'ai fait tous les tests, c'est pareil, je suis bon nulle part. J'ai pas de pied, je suis pas bon en VO2 max, je suis pas bon en VMA. En fait, au final, cette année, depuis 2 ans, je fais 50 millions de tests et en fait, je suis bon nulle part. Mais par contre, je pense que je suis assez homogène de partout et surtout, j'ai un pacing vraiment, j'arrive à gérer les courses, tu vois. Et ça, à l'UTMB, je l'ai pas bien fait, j'ai fait des erreurs de ravito, ouais, voilà. Donc, en fait, ça a été une succession de mauvaises décisions, J'étais un peu rattrapé par l'ampleur de l'événement. J'avais abordé mentalement aussi la course serein. J'étais assez serein, j'avais fait de la prep mentale et tout. J'allais te demander si tu fais de la prep régulièrement ou c'était vraiment pour cet objectif. Ouais, j'avais en fait implémenté à partir de l'année dernière des séances régulières de prep mentale et notamment pour l'UTMB. Parce que de façon assez basique, comme tous les sportifs, je voyais ça comme une faiblesse, le fait de se rapprocher d'un prep mental. Je me suis dit, là, quand tu commences à faire de la prep mentale, c'est la fin de carrière, quoi. Et parce qu'en fait, avant, on l'observait beaucoup. Les athlètes performaient au niveau olympique. Et ensuite, quand ça marchait plus, allaient se tourner vers les prep mentales. Je pense que la prep mentale, c'est indiscutable, c'est un vrai facteur de la performance. Mais ce qui se passe, c'est que vu que c'est récent, on se rend compte que les athlètes de haut niveau, tu vois, j'entendais un podcast avec, c'était Florent Manodou, je crois, ou Fabien Gillot, je sais plus. En fait, on en fait de la prep mentale, tu vois. Le mec qui réussit au niveau olympique, ça va l'améliorer, mais il a fait en fait 90% du job par rapport à quelqu'un de normal, tu vois. Vraiment, il a cette supériorité-là, cette organisation, ce schéma mental. Donc moi, j'ai essayé d'aller chercher cette petite pièce en me disant, ben ouais, j'ai la réputation d'être un lâche-rien, d'être assez fort mentalement et tout. Je me suis aperçu que je faisais les choses bien. Et puis qu'il y a d'autres choses que je faisais pas bien, et notamment par rapport à l'UTMB, le fait de faire de la prep mentale, ça m'a énormément détendu. J'avais vraiment très très peu de stress. Avant la course ? Ouais. En fait, a posteriori, c'était plutôt négatif. Parce que, tu sais, je pense que c'est bien d'avoir la petite appréhension. Enfin, ouais, il y a du bon stress. Ouais, t'as le bon stress, c'est ça. Et je pense qu'en fait, moi, j'avais plutôt le bon stress. Je suis quand même quelqu'un d'assez stressé par rapport aux objectifs parce que je veux réussir comme tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, je suis plutôt quelqu'un de stressé dans la réussite des objectifs. Je le voyais en médecine, en fait, dans les concours et tout, ça me tendait pas mal, quoi. Mais c'est un stress qui te fait plutôt aller de l'avant, qui te paralyse pas. J'ai l'impression que c'est plutôt ce qu'on dit le bon stress. En tout cas, j'ai réussi mon concours de médecine. On va dire que c'est quand même à peu près 20 fois ce que j'ai ressenti au départ du TNB en termes de pression. Je jouais 40 ans de ma vie derrière, donc quand je faisais pas le mal en entrant dans le palais des congrès pour passer le concours. Donc voilà, donc finalement, voilà, j'ai fait un petit peu machine arrière. Je me suis dit, vu cette contre-performance sur l'UTMB, je vais essayer de retrouver des choses un peu plus basiques parce que c'est comme ça que ça a marché aussi. Pas trop me prendre la tête, dire ben ok, j'ai validé des trucs, mesuré des trucs qui me confortent dans ma démarche et tout. Maintenant, arrête de te prendre la tête avec ça. Tu sais que ton pacing il est bon, que la façon dont tu manges à l'envie c'est bien, l'hydratation c'est bien, en fait ça a fonctionné. Fais juste ça, quoi. Voilà, retourne en fait un peu à l'essence du truc, c'est fais les choses correctement et puis ça va au bout, quoi. Après c'est vrai que le seul point d'interrogation pour l'UTMB 2023, c'est que je suis quand même allé quand même assez loin dans l'effort, dans la douleur mentale, physique, tout ce que tu veux. À l'UTMB, j'étais vraiment en croix à Courmayeur, même un peu avant. Vraiment, la raison aurait voulu que je m'arrête à Courmayeur. Et ça a fait vraiment, tu faisais quoi, environ 8 heures de course, c'est 12 heures. Même 14 heures, c'était long, hein, 14 heures là dans la tête, c'était long. Alors je m'en souviens plus de tout, hein, parce que forcément là le cerveau t'es en auto-hypnose au bout d'un moment, mais c'était bon de loin mes pires souvenirs physiques, quoi. Donc tu vois, j'ai juste ce petit doute de me dire bah qu'est-ce qui va se passer si je ressens un petit peu la même chose. Et clairement en fait mon cerveau là, je l'ai fini la course parce que c'était mon premier.
Mais c'est sûr que si j'arrive à Courmayeur dans le même état, tu me remets 9 fois dans le même état, les 9 fois je bâche. C'était la seule fois où je finissais sur les 10. Qu'est-ce qui t'a fait terminer? C'était le premier. Tu t'es dit Je que me suis t'allais dit, au en bout? fait, si je vais pas au bout, je recommence de zéro. C'était mon premier 100 miles, quoi. Alors, c'était peut-être un peu osé de le faire sur l'UTMB, mais c'était la première course où je passais toute la nuit dehors. Enfin, Tu avais besoin d'une premières référence fois. Ouais. sur 100 miles. Je me dis, ouais. Puis j'avais aussi besoin de me dire, bon, bah, même si je finis en marchant, bah, finalement, mon corps, il est capable de le faire. Et voilà. Et maintenant, je sais ce que c'est. Pour moi, courir 22 heures et quelques sur l'UTMB, je le referai pas. Enfin, tu vois, c'est sûr que je le referai pas. Si je fais ça. Ou alors, c'est parce que vraiment, je suis en croix à Valorcine et qu'il faut rentrer. Ouais. Et oui, Autant là, à rentrer à Valorcine, pied. tu peux pas abandonner, mais sauf blessure gravissime. Mais par contre, non, je le referai pas pour faire 22 heures et quelques. C'est pas. C'est ce que je te disais, c'est que faire le tour du Mont Blanc en marchant, je sais que je peux le faire, mais à mon niveau, je m'entraîne pas pour ça. C'est Bien con, sûr. tu vois. Ouais. Chacun a ses objectifs et moi, ça me fait pas kiffer. Donc voilà. En fait, c'est vrai que souvent on me le reproche. On me dit, bah ouais, mais le plaisir du sport et tout. Mais moi, le plaisir du sport, c'est ça en fait. Tu vois. C'est la perf. Ouais, c'est ça. Et ça peut te paraître. Alors, tu t'enfermes vite dedans et t'es vite déçu. Mais après, c'est la vie aussi, tu vois. En fait, tu peux pas être content tout le temps. Et dans la médecine, c'est ça aussi. Tous les jours, tu as des échecs. Tous les jours, tu fais les choses bien, mais en fait, c'est pas assez bien. Et il faut toujours progresser et tout. Et en fait, la vie, c'est ça. J'ai toujours dit, pour moi, dans la vie, il y a 3 gros compartiments. Il y a la vie pro, il y a la vie sportive, selon mon prisme, et la vie sociale, enfin la vie familiale, si on veut, quoi. Je connais personne qui réussit, selon mes critères perso, qui est champion olympique, qui est heureux dans sa vie de famille et qui est, je sais pas moi, tu vois, un métier où je me dis, ouais, tu vois, Oui, le il mec, faut un investissement incroyable. ouais, voilà, tu vois. Oui, bah forcément, rien Et qu'en qui termes de réussit, temps, quoi. Tu vois. c'est compliqué. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est possible, tu vois. En fait, je pense que c'est à peu près du même niveau de performance que de courir 2h0 au marathon. Toi, tu voudrais mettre les curseurs au max, Au max, sur les mais de 3 partout, tableaux. tu vois, avoir une vie équilibrée. Si j'arrête ma vie actuellement, j'ai peut-être sur toute ma vie, j'ai investi 80% dans la médecine, peut-être 15 dans le trail et 5 à 10 dans la vie perso, tu vois. Tu vois aussi des gens qui ont des vies sociales ou des vies professionnelles qui dépassent ce qu'on peut faire en sport. Et ça, je trouve ça cool. Enfin, je sais pas si toi, sur le plan mental, tu fais de la prep ou c'est quelque chose qui te parle. Je fais pas de prep, mais c'est quelque chose qui me parle et j'essaye. Alors, comme toi, idéalement, j'aimerais avoir tous les curseurs au max au même moment sur tous les tableaux. Et j'aurais tendance à essayer de faire ça, mais j'ai essayé plusieurs fois. J'ai tendance à faire les choses, à pousser très fort quand je choisis de faire quelque chose, d'y aller à fond, voire trop à fond. Alors pas en performance parce que j'ai peut-être pas les qualités requises, mais en tout cas en volume. Ça m'a amené dans des extrêmes dans tous les sens avec de l'anorexie, du surentraînement, burn-out. Donc d'un côté c'est génial parce que j'ai appris des leçons sur chaque chapitre, mais maintenant j'ai une vision un peu plus modérée, exactement, Ouais. un peu plus modérée. Souvent ce qu'on me dit. Ouais. Mais c'est tentant, hein. Franchement, ça fait rêver. Ouais. Bon, après, il faut arriver à trouver ses garde-fous. Mais oui, c'est le travail du mental. Et puis quand on aime, en fait, c'est aussi la passion qui tire vers l'extrême. Quand on adore son travail ou quand on adore le sport, ben on se dit non, mais je peux pas m'arrêter là, je peux faire mieux. Et moi, c'est toujours le je peux faire mieux, où je confondais peut-être je peux faire plus et je peux faire mieux. Et aujourd'hui, j'essaye de me dire essaye de faire mieux, mais pas forcément plus. Ouais. Mais c'est un switch qui est pas facile à apprendre et je suis encore en... Ouais, c'est l'histoire de la vie, Voilà. je pense. C'est justement d'arriver... Moi, je fais exactement ça. Arriver à faire mieux, mais pas plus, pour rester équilibré, mais découvrir aussi d'autres pans. Toi, tu reprenais là des études, non En fait, pendant mon voyage en Norvège, j'ai décidé... Enfin, la naturopathie m'a toujours attirée parce que, comme je disais avant, j'ai eu une période d'anorexie pendant mon adolescence. Et j'ai eu la chance d'être suivie par mon médecin, bien sûr, qui travaillait avec une psychologue. Et cette psychologue travaillait avec une naturopathe. Et la complémentarité des trois, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ouais. Chacune apportait quelque chose de différent.
la médecine, c'était le garde-fou, le contrôle, les choses pas forcément rigolotes de peser, médicaments, antidépresseurs, etc. La psy, plus comprendre les mécanismes du pourquoi, comment. Et la naturo, c'était beaucoup d'écoute et de petits conseils au quotidien pour mieux vivre, être plus serein avec soi-même. Et j'ai toujours gardé ça en tête. J'ai fait mes études parallèlement, sans y penser. Et pendant mon année de voyage, je me suis dit, tiens, quand même, c'est quelque chose qui m'intéresse. Plus à titre perso. Ouais. En plus, naturopathie, ça veut rien dire. C'est pas un diplôme. Je connais pas trop. Enfin, je connais, mais je sais pas trop un domaine que. C'est un peu opaque. Ma vision, en tout cas, c'est d'amener quelqu'un à son meilleur niveau de vitalité. Okay. Par la gestion du sommeil, du stress, de l'activité physique et de l'alimentation. Pour ça, il y a plein d'outils, mais moi, j'ai une vision pas du tout alternative à la médecine conventionnelle, mais plutôt complémentaire ou préventive. J'ai choisi une école très cartésienne, en tout cas une approche très cartésienne. Et aujourd'hui, ça me passionne parce que j'adore la nutrition. Donc déjà, c'était soit je faisais un BTS nutrition et là, ça me prenait vachement de temps. J'étais pas forcément sûre de vouloir travailler en tant que diète par la suite. Donc j'ai choisi ça qui était plus global, qui m'apporte beaucoup personnellement et toutes les techniques de gestion du stress. Et tu fais des liens du coup avec ta pratique, enfin forcément tu t'en sers. Moi j'avais exploré un peu la respiration et tout, je trouvais ça intéressant. Donc à titre perso c'est passionnant. C'est un équilibre que j'aimerais beaucoup garder. Je trouve que à la fois le sport va venir éveiller ses consciences et puis tu vois je trouve une approche vachement holistique de la vie où tu balayes tous les pans. Du bien-être à la performance, où finalement, en fait, tu as toute une dérive. On parle du sport bien-être, et puis finalement, peut-être que le sport, comme moi je le pratique, mais encore plus au haut niveau, je sais pas moi, un nageur olympique, par exemple, je pense à eux, c'est tellement d'abnégation et d'autodiscipline que ça en devient clairement une maladie. Quand on voit, je me souviens de tous mes chapitres de psychiatrie en médecine, on remplit quasiment toutes les cases de la maladie mentale chez le sportif de haut niveau, donc ça, faut bien le savoir. Et toi, justement, en parlant de choses un peu plus perso, ta compagne, Charlotte, elle a quel rôle dans tes cycles d'entraînement et même sur tes courses ? Sur les courses, c'est sûr que c'est un rôle assez terre-à-terre de soutien, tu vois, des trucs aussi basiques que de l'assistance et tout, ça c'est en fait nécessaire. Mais c'est vrai que c'est rien en fait dans la vie de tous les jours où je pense qu'en fait c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour quelqu'un qui s'investit dans son boulot. En fait c'est juste ton compagnon de vie et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le trépied, c'est aussi important que ça quoi. Donc c'est pour moi 33% de la vie quoi, tout simplement. Donc et bon, après, oui, il y en a qui disent non, moi c'est plutôt 70%, mais bon, elle va peut-être mal le prendre, mais non, mais en fait, c'est énorme, c'est que, tu vois, ça représente pour moi, on s'entraide beaucoup, enfin bon, comme tout le monde, donc ça, c'est progresser au quotidien. Elle est un petit peu plus imprégnée par le stress. Moi, je suis un peu tendu des fois avec les grands objectifs et tout, c'est-à-dire que je ne connaîtrai plus jamais les niveaux de stress que j'ai eu quand j'allais passer mon concours de 6e année de médecine, où là, j'étais transparent, quoi. Pour moi, dans le sport, il n'y a pas le stress. C'est pas du stress parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas la pression de la performance. Je ne dois pas réussir. Je veux réussir. Déjà, moi, premièrement, je n'ai pas besoin du sport pour vivre. C'est quelque chose que je veux, mais qui n'est pas nécessaire non plus. Donc, ça rend quand même le truc plus léger, quoi. Quand j'allais passer les concours, je me disais, là, tu joues 40 à 45 ans de ta vie quand même. Finalement, ça t'a mis un référentiel de stress. Tout le reste est relativisé. Là, on est toujours inférieur à 10% à ça en permanence. Par contre, ça crée des émotions par l'échec, par la réussite, par la blessure, qui sont très fortes. Mais qu'avec le recul, tu arrives à modérer. Tu loupes un concours. Pendant 40 ans, tu auras loupé le concours. Je veux dire, ça n'empêchera pas d'être heureux dans la vie. Mais si c'est vraiment ce que tu voulais, moi c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire de la radiologie, je voulais aller à Lyon. C'était vraiment le top du classement. C'était pas possible autre chose. T'as pas le droit de redoubler, t'as pas le droit de le repasser une deuxième fois. Donc c'était pas possible, je voulais pas faire autre chose quoi. C'est vraiment la falaise quoi. T'y vas ou t'y vas pas, mais c'est binaire, c'est clair. Il y avait pas de trépied là. Donc voilà, pour revenir à Charlotte, c'est vrai que elle m'aide vachement dans la vie quotidienne et tout. Et puis après,
elle subit peut-être un petit peu plus la tension autour des résultats et tout, parce que... Ouais, mais des fois, de stresser pour quelqu'un, c'est pire que Mais stresser voilà, pour soi, c'est parce ça. qu'on n'a pas le contrôle. C'est ça. Et je sais pas si, par exemple, toi, en termes de ton copain... Mon compagnon, il me motive beaucoup. Lui, il est beaucoup plus dans la perf que moi. Ouais. Là-dessus, je pense qu'on s'est aussi un peu équilibré. Lui, il m'a donné son côté perf en me donnant aussi confiance sur mes capacités. Et moi, je lui ai donné le côté plus contemplatif. Aujourd'hui, on est vraiment devenus complémentaires là-dessus. Et ça m'a fait vachement gagner confiance en moi de m'autoriser à penser à la performance pour moi, à mon niveau, et à m'autoriser à prendre des départs de course et à me dire, non, mais en fait, c'est possible et il faut donner son meilleur et je suis pas là juste pour discuter. Ouais. Et après, toi, t'as des modèles comme ça dans la vie où tu te dis, je sais pas, moi, j'aimerais... tu vois, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai un peu le trépied, quoi. Moi, c'est un peu ça, ma ref. J'ai pas trop de modèles icônes ou des mecs qui me font rêver. Le mec qui me fait rêver, il n'existe pas. Je l'ai dit, c'est le mec qui réussit partout à 100%. Si je le trouve, je te dis. C'est la cote l'UTMB Index 100 dans les 3 domaines, tu vois. Et donc, on n'arrive déjà pas à le faire en trail, donc... Faut que les 3 domaines soient au 100 simultanément, par contre. C'est l'être humain parfait. Ah, ok. Ça devient compliqué. Non, moi, je suis pas très groupie non plus. Il y a beaucoup de personnes que j'admire, mais je suis pas forcément groupie. Ouais, tu vas chercher un petit peu dans chaque... Ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais j'adule personne. Ouais. Après, je me suis dit, en fait, les gens qui m'ont inspiré, qui m'ont vraiment donné envie de faire du sport, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais sur mon bureau de médecine, je passais ma première année, et tous les jours, je voyais mes potes qui, en fait, perfaient en sport. On était à l'année après le lycée. Et en fait, tu vois, moi, j'étais comme un con sur mon bureau à Marseille, en face de mon mur, à apprendre mes trucs par cœur. Et là, en fait, pendant des dizaines et des dizaines d'heures, je me disais, mais... ça t'a créé une frustration. Et c'est eux qui m'ont le plus... Ouais, voilà, c'est ça. C'est à travers eux que je me disais, putain, vu ce qu'ils font, j'ai envie de le faire, je le ferai, quoi, tu vois, vraiment. Et je me le suis juré. Et en fait, tu vois, quand j'ai arrêté la médecine, et c'est pour ça qu'on me prête une grande force mentale, mais je pense pas que j'ai une... Enfin, ouais, j'ai une force mentale, mais en fait, quand tu fais du trail, quand même, déjà, on a tous... T'as un peu la volonté, quoi. C'était pas trop de la force mentale, je pense, c'est plus de l'envie. J'ai pas, quand les prep mentaux et tout, ils me demandent qu'est-ce que c'est tes motivations intrinsèques, je me pose même pas la question. Une course, je me pose pas la question si j'ai envie ou pas envie, que ce soit la course de quartier, la course de l'UTMB, ou tu vois, j'ai envie. Ouais. J'ai envie d'être à l'arrivée, j'ai envie de gagner. L'abandon, c'est pas possible. J'ai abandonné une fois quand j'ai fait mourir, je pense, au Grand Raid de la Réunion, tellement j'étais mal. J'ai abandonné, j'avais 20 minutes d'avance, j'étais dans la descente, j'ai même pas réussi à descendre au ravitaillement d'après. C'était quoi, nutrition Ouais, c'était, je pense, une déshydratation de l'espace. Donc je suis resté allongé sur le macadam pendant 1 heure. KO. Ouais. Pour moi, la motivation, c'est pas quelque chose qui... C'est pas lié à un point particulier. Non, pas du tout. C'est toi-même, ça ça te fait vibrer, point final. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, dans le sport, la motivation, c'est l'essence du sport. Et c'est comme je disais, on en parlait avec Charlotte avant-hier, je disais en fait, moi le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Enfin, tu vois, il n'y a aucune pression ou quoi que ce soit de me dire en fait je fais ça pour le plaisir. Et si c'est trop dur, oui c'est dur, tu vois, il y a des jours j'ai pas envie d'y aller, mais en plus c'est régulier, tu vois, il y a vraiment des jours j'ai pas envie d'y aller. Là, ce printemps c'était pourri, je me suis entraîné sous la flotte en vélo tout le mois de mai, tout seul. Bon, ça me gonfle quoi. Enfin, le matin, ça me fait chier, et puis l'après-midi, forcément déjà je suis content, en plus je travaille, et puis tout simplement, je suis pas enchaîné, quoi. Hein, donc, on n'est pas au goulag. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Mais c'est qu'au fond, ça te procure quelque chose. Après, qui je te fait sais vibrer. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est de l'autodiscipline. C'est aussi le respect que j'ai envers moi-même. Je trouve que c'est se respecter que de remplir le contrat, quoi. Ouais, ça, je trouve que tu as totalement raison. C'est de l'autodiscipline et du respect envers soi-même, de le faire juste pour soi, en fait. Ouais, comme tu disais, j'ai pas d'idole non plus, mais ça fait sens ce que tu dis d'être inspiré par les gens qui nous entourent et de créer une certaine frustration qui te donne envie en fait derrière, qui crée le désir. On me dit tout le temps que c'est malsain, mais non finalement. Parce que je me suis construit dans la frustration, tu vois finalement. Comme quoi, ça peut aussi donner de belles choses. Ouais.
Bon, du coup, il faut que je me reblesse. Mais à chaque fois, je me dis ça. Je me dis, il faut que je me blesse. Et parce que je me blesse un an, je reviens et puis je gagne la CCC. Il faudrait que je trouve autre chose. Mais maintenant, je n'arrive plus à me blesser. Oui. Bah, c'est là où, en fait, tu vois le mental, vraiment. Moi, je trouve que c'est là. Alors, j'ai retourné, moi, le problème dans le sens inverse. Je me suis dit, en fait, est-ce que je ne suis pas faible mentalement? Tu vois, d'avoir besoin de ça pour, tu vois, aller chercher. Parce que quand je gagne la CCC, bon, après, j'étais en forme, j'étais tout ce que tu veux, mais il se passe, il y a aucun problème. C'est fou, et ça, c'est le pouvoir du mental. C'est ça où j'ai senti, tu vois, vraiment le mental intrinsèque, vraiment pas la surface de j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire du sport, je m'éclate dans la perf. Où là, vraiment, tu vois. Mais ta motivation, elle reste constante, aussi Non, forte, non. ou justement, le fait que tu sois moins frustré, entre guillemets, t'es aussi un peu moins motivé? Après, je pense que c'est comme je fais le parallèle avec les plantes. Tu sais, quand une plante, il faut qu'elle ait un peu de stress hydrique pour faire des bons fruits. Ouais. Moi, je me vois un peu comme ça. C'est que là où j'ai plus performé jusqu'à maintenant, c'est quand tout était tendu. Tu vois, je travaillais beaucoup, c'était challengeant, quoi. Maintenant, tu vois, je vis un peu dans le confort. Je rentre chez moi, il y a la piscine, je travaille à mi-temps, je peux m'entraîner la journée. Et en fait, quand c'est moins dur, ben, tu vois, je deviens le plant de tomate qui pousse les pieds dans l'eau sous la serre. Ouais, en fait, ben, ça, c'est mon coach qui te dit mieux. C'est quand tu t'embourgeoises comme ça, tu peux pas faire fait. Donc, C'est compliqué. après, c'est l'évolution de la vie aussi. Est-ce que j'ai envie de me remettre les semaines que... Non, en fait, je pense que j'en serais pas trop capable et tout. Maintenant, quand je travaille jusqu'à minuit et que le lendemain, il faut que je me lève à 7 pour m'entraîner, je me sens fatigué, tu vois. Avant, je m'entraînais 15 heures et je faisais 100 heures des fois les semaines à l'hosto. Bon, Je te il n'est même rejoins plus question de là-dessus. faire ça, quoi. Ouais. Je te rejoins là-dessus, les périodes de grosse charge au travail ou quand il y a pas mal de choses qui se passent dans la vie perso tout en même temps, finalement c'est là où on trouve le plus d'efficience et le plus de motivation et où on se sent complètement vivant et les périodes un peu plus calmes, bon, c'est plus plan-plan. Ouais. Mais t'as d'autres passe-temps, toi, sinon, en dehors de la... Ouais, là, t'étudies peut-être du coup un peu. J'étudie, ouais, et puis après, j'adore cuisiner. Ah oui. Ouais, et j'adore juste passer du temps globalement dehors. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi tant que c'est dehors. Ouais. Ou même juste recevoir, voilà. À partir du moment où c'est dehors, ça peut être juste un bivouac à 5 minutes de la maison. Je suis la plus heureuse du monde. Ouais. Ouais, les choses simples, c'est bien, mais c'est ce qu'on cherche de plus en plus, je pense, avec l'accélération de la société. Donc toi, quand tu cours pas, tu as d'autres activités J'aime beaucoup la cuisine et sinon je lis pas mal. Okay. On a une librairie dans la famille de génération en génération depuis 90 ans à Chamonix. Okay. Du coup, par la force des choses, je lis quand même un petit peu. Un peu de tout. Là, cette année, c'est plutôt axé académique avec les études. Donc, c'est plutôt sur des livres sur le système digestif et le sommeil en ce moment. C'est moins... Okay. C'est voilà, informatif, mais super intéressant. Mais un peu moins littéraire. Donc, voilà. Et toi ? Ouais. Passe-temps, moi, c'est... Maintenant, avant, j'avais pas de passe-temps. Le temps passait tout seul. C'était plutôt dormir, en fait, le passe-temps. Dès que je pouvais, mais par contre maintenant, en fait, ouais, j'apprends à ne rien faire, apprendre, tu vois, en fait, mais rien, des fois rien, je ne fais vraiment rien. Alors oui, je scrolle un peu sur les réseaux et tout. C'est le risque, ouais, quand maintenant, je regarde un peu les séries, donc tu vois, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Regarder des séries, regarder des films. Je me suis un peu arrêté au Titanic, hein, en termes de filmographie. Mais je suis pas une sensibilité culturelle extravagante. Et d'ailleurs, c'est peut-être le 4e pan que je ne considère pas assez. Tu vois, peut-être que en fait, d'envisager 4 pieds, ça me permettrait d'avoir plus de stabilité. Et donc, musique, t'es un peu musique ou t'en as fait non. Alors, par contre, j'en ai fait 10 ans. Par contre, à l'inverse de tout ce qui se fait d'habitude. Donc je faisais de la guitare et moi ce qui me plaisait c'était le solfège, donc j'étais au conservatoire de Gap et j'ai fait mon fin d'études en solfège et par contre j'ai demandé à arrêter la guitare, donc le directeur du conservatoire n'avait jamais dit ça, donc j'avais arrêté l'instrument et j'avais fait donc carrément le fin d'études de solfège.
Ah ouais, c'est original ça. Ouais, c'était original, ouais. Et c'est là, d'ailleurs, les premières fois où j'ai senti un petit peu la pression dans la vie, c'était les examens de conservatoire, hein, quand même. Ouais. C'est vraiment de mes souvenirs d'enfance, entre guillemets. Là, aller passer l'examen de fin d'année, conservatoire, machin, t'es tout seul avec ta guitare et un jury de 3. Donc ouais, c'est... Mais par contre, j'apprécie la musique, mais a priori, sur le papier, la musique classique, c'est pas du tout quelque chose qui m'excite plus que ça, tu vois. Je suis quand même pas aussi calme que ça, mais... Et par contre, vraiment, ça m'a donné... En fait, c'est toujours pareil, quand tu connais pas, t'apprécies pas un domaine, et puis le fait d'avoir eu cette éducation où... Tu vois, tu me dirais entre un concert de Beyoncé et alors oui, l'excitation du truc au Stade de France, ouais, forcément ça me plairait. Mais entre aller voir un truc comme ça et tu vois, j'ai vu par exemple des trucs, alors ça va partir ultra rébarbatif maintenant, mais genre des concertos à l'auditorium à Lyon où là vraiment c'est les seuls moments où quelque chose de créatif m'a un peu transporté. Vraiment le seul, je pèse mes mots. Hein. Ni jamais la lecture, ni la photo, ni quoi que ce soit me fait jamais comme ça. Vraiment, c'est les seuls moments où en fait, tu vois, le respect du calme et en fait la virtuosité, tu vois, du mec et surtout sur le violon et le piano. Ouais, où là, c'est le seul moment où vraiment je me dis, putain, là, c'est... Ouais, c'est un autre type de performance aussi. Ouais, complètement. Je suis hypnotisé en fait, tu vois. Où le moment s'arrête, hein. Le moment s'arrête un peu. C'est la seule et unique sensibilité culturelle que j'ai. Et encore une fois, je pense que peut-être en vieillissant, m'intéressant un peu plus aux choses, je désespère pas de progresser un peu dans ce milieu-là et de lire un peu moins l'équipe. 3, 2, 1. Maintenant qu'on se connaît bien, je vais te faire un petit jeu avec 3 petites propositions. Donc il y en a 2 fausses, une vraie. Il va falloir que tu trouves la réponse vraie. La première proposition, c'est est-ce que j'ai pratiqué le solfège pendant de longues années et j'ai présidé en 2019 et en 2020 le jury de l'épreuve de solfège du master musicien-interprète du Conservatoire de musique et de danse de Lyon. La deuxième proposition, c'est que juste avant la Saint-Élion, en 2018, en montant une paroi de douche dans ma salle de bain, je me suis fait tomber sur le pied une paroi de verre qui m'a ouvert le pied. Et je savais que si je me faisais recoudre le pied, je ne pourrais pas courir la course. Donc j'ai décidé de prendre le départ avec la plaie ouverte dans la chaussure. Et j'ai fait 3e de la course. Et la troisième proposition, c'est que j'ai pratiqué l'équitation à bon niveau pendant 10 ans. J'ai fait partie d'un groupe d'encadrants d'un stage itinérant en Auvergne quand j'avais 20 ans. Et là, j'ai mal accroché la longe de mon cheval un soir de bivouac. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, le cheval était parti. Heureusement, on l'a retrouvé l'après-midi à 1 km d'ici. Je dirais... Tu votes A, B ou C? Je vote C. Tu votes C. L'histoire de l'équitation. Ouais. Ça, c'est la vraie? Ouais, je vote C. Et non, c'est faux. Deuxième chance. Donc c'est l'histoire du le solfège, tu ou de la aurais Saint-Élion. sciemment omis de dire que tu avais été jury. Ou sinon, tout à l'heure, on parlait de blessures et t'as pas parlé de ça. Allez, solfège, la A. Non. Non. Tu ne déroges pas à la Je suis règle. vraiment trop nulle. Ok. Donc non, effectivement, pris le je départ mettais avec la plaie ouverte. avec la plaie ouverte dans la chaussure. Quelle horreur. Ouais, bah, surtout que tu vois les conditions, donc c'était Ah une oui, chaussure c'est un peu pleine de long, en boue, une plus. plaie pleine de Ouais, boue. parfait. Il y avait le tendon à vif. Oh, c'était- quelle horreur. C'est- Non, je voulais pas recommande imaginer pas, ça. mais d'ailleurs, j'ai toujours, bizarrement, ça a même cicatrisé. Donc, tu vois, on a toujours la cicatrice Ah oui, à côté du tendon, c'est assez... J'avais Bon, pas et envie que ce soit heureusement, celle-là. j'ai- donc, Heureusement, j'ai pas eu de complications. Bon. Voilà, maintenant on va changer de sens. C'est moi qui te pose des questions. Allez, La première. Je suis fan absolue de clafoutis aux cerises et l'an dernier, en partant pour une sortie longue, j'avais plus rien à manger, donc j'en ai pris une part avec moi dans mon sac. Et au bout de 15 km, j'ai croqué dedans et j'ai failli m'étrangler avec un noyau. La deuxième proposition. Pendant mon année de césure, j'ai passé pas mal de temps en Norvège avec mon copain à Bergen, sur la côte ouest. On s'est posé dans un café et à côté de nous se sont assis Kilian Jornet et Peter Engel, qui venaient de finir le Bergen Seven Mountains, un parcours qui consiste à enchaîner en une journée les 7 collines qui entourent Bergen. c'était quand? L'année dernière. Ok. Je jouais sur Ouais, la ça temporalité, réfléchit, mais en oulala. fait, Et la troisième, c'est que je suis fille de guide née à Chamonix et je n'ai jamais encore fait le Mont Blanc. alors là, j'hésite entre la 2 et la 3.
Je vais dire la 3 parce que je crois que Kylian a fait Bergen cette année. Mais je suis pas sûr. Bien joué. C'est ça? Yes. Yes. Ah là là, la perche. Ah, en plus, je t'avais pas demandé Bien joué. ce que faisaient tes parents. Mais je pense que c'est la temporalité, parce que je me demande si Kylian, c'était pas cet hiver, genre en janvier ou février. Bonne déduction, ouais. Hein, il me semble. Hein. Ah, Et vu que j'ai je suis dit. grillée sur la date. Ouais, félicitations Thibaut, je crois que tu es le premier de l'histoire du podcast à avoir trouvé du premier coup. Bien joué. Merci. Maintenant, si tu veux bien, l'UTMB a demandé à sa communauté quelles questions elle aimerait te poser. Et je vais me faire le porte-parole de certaines de ces questions. La première, c'est une question de Jo. Quelle est ta routine d'entraînement pendant la semaine précédant une course ? Alors, c'est d'actualité. Oui. C'est assez simple et sobre. Le volume est assez faible. Sur une semaine d'entraînement avant course, je pense faire entre 7-8 heures d'entraînement à peu près. Il y aura toujours un peu de vélo. Et puis après, j'ai la petite routine. Je vais courir à peu près 3 fois dans la semaine. Je me repose toujours 48 heures avant. Tu fais Et plus je rien. fais toujours le footing. Donc ça, c'est les petites cuisines de chacun. Et au niveau nutrition, c'est très cadré la nutrition ou c'est plutôt intuitif ? Non, c'est assez intuitif et j'ai eu des conseils sur des choses précises. Là, pour ça, j'ai vraiment la chance d'avoir Charlotte qui aime bien cuisiner et qui me fait manger des fruits et des légumes. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup pâte de jambon et puis œufs frits. Mais donc, sur la nutrition, par contre, maintenant, c'est vrai que je fais un petit peu plus attention, tout ce qui va être alcool, etc. Mais non, Oui, la nutrition, intuitif c'est plutôt... pour moi, c'est vraiment quelque chose... Je prends vraiment beaucoup de plaisir à manger, je mange beaucoup. Ouais. C'est plutôt un facteur de la performance, selon moi, dans la durabilité. Mais tu pèses pas tout, tu mesures pas... Non, pas du tout. Grammes de glucides. Non, pas du tout. Alors oui, un peu en course, maintenant je mesure un peu, mais non, pas du tout, du tout. Je mange vraiment beaucoup plus que pas mal de personnes. Après, je suis plutôt un grand gabarit, coureur entre guillemets lourd. Enfin, je dis ça, mais je mange bien. De qualité et quand même, ouais. intuitif. Je vais passer à la question de Marie, qui est comment est-ce que tu divises une course ? Alors les courses, moi j'ai un grand principe, c'est qu'il faut arriver au milieu de la course sans que ce soit dur. Donc ça, j'essaie quand même bien de le respecter. Après, c'est sûr que je vais de ravito en ravito, et plus les courses sont longues, plus je vais de ravito en ravito. Après, sur les courses courtes, il y a beaucoup moins de gestion, il n'y a pas toute cette organisation du pacing et tout, en fait. Donc, sur des courses jusqu'à 30 km, c'est vraiment quasiment maximal sur un peu toutes les sections. Coup, ouais. Sur le marathon, il y a un petit peu de pacing déjà, et là, je le fais beaucoup à la sensation, moi. Donc un checkpoint en milieu de course pour voir si t'es bien. Et de ravito en ravito, je sais que je passe un peu les étapes. Après, c'est sûr qu'il y a des points un petit peu phares. C'est vrai que Courmayeur à l'UTMB, c'est vraiment un point clé. Mentalement, l'entrée dans la nuit aussi, mine de rien, à Notre-Dame-la-Gorge. Puis après, j'ai pas encore trop expérimenté vraiment les accroches mentales sur la fin de la course, sur la deuxième partie de course, parce que pour moi, c'était juste Chamonix, et puis de façon assez linéaire, y aller comme ça. Donc sur l'UTMB, on verra cette année, j'espère. Et une dernière question de Camille, est-ce un avantage d'être grand dans le trail running ? Ah ben ça, c'est un long débat que j'ai régulièrement avec Nico Martin. Ah oui. Je pense que oui. Et je lui prouve systématiquement par A plus B que non. Donc là, je commence à avoir environ 1 million d'arguments. Mais non, dans les sports d'endurance, être grand, mais surtout lourd, ce sera jamais un avantage. Pour 50 millions de raisons. Donc il vaut mieux être petit et léger, tu consommes moins, tu manges moins. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, et ça c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'ai compris très tôt, et qui m'apparaît évident et avec lequel nous, les garçons, on a quand même moins de problèmes que les filles, c'est qu'il faut manger en quantité astronomique en permanence, pendant la course, avant la course, après la course. Et ça, c'est le facteur numéro 1 de la performance, parce que pour avoir beaucoup discuté avec par exemple des triathlètes de haut niveau, les mecs te disent tous quand même le trail, c'est vraiment un sport extrême, quoi. C'est extrême. De partout, tu détruis, Et ça, en fait... c'est pas compliqué pour récupérer des efforts, c'est manger et dormir. Ouais, c'est ça ta routine boire, après course.
Ouais, c'est ça. Tu manges, tu Je dors, tu mange, bois. je bois, je dors. Pas de massage, cryo. Si, alors bien sûr, en fait, maintenant, je vais quand même tirer un petit peu dans les coins. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le pilier, c'est le trépied fondamental. C'est 90% de la récup. Mais bien sûr, je fais des massages, je fais de la cryo, je fais tout ce que tu veux. Je prends des compléments pour la récup. Maintenant, c'est bien connu que c'est 10%. Et il faut déjà bien manger en quantité. Et pour moi, dans le trail, il y a 2 sports. Il y a le trail de 0 à 120 km et il y a le 100 miles, quoi. Et en fait, je trouve plus de similarité entre un 20 bornes et un 100 bornes qu'entre un 100 et un 170. D'accord. C'est rien à voir. C'est 2 sports différents dans la préparation, dans l'approche mentale, physique, la nutrition, l'entraînement. Il n'y a rien qui est pareil. Peut-être que sur l'ultra, être un grand coureur, c'est peut-être moins vrai. Tu vois, peut-être que oui, être grand et lourd, c'est moins gênant. Ouais, parce que c'est pas facile non plus psychologiquement. Comme tu disais, c'est mieux d'être plus léger en trail, mais en même temps, il faut manger beaucoup. Donc psychologiquement, de trouver l'équilibre. Mais en fait, il faut manger pour ce dont le corps a besoin, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, manger selon sa faim. Enfin, moi, quand j'ai faim, je mange. Je m'en fous. Enfin, c'est-à-dire que même, ouais, des fois, je fais un repas, j'ai faim 2 heures après, je mange. Et je mange du chocolat et je m'en fiche, en fait. Si j'ai fait 200 kills en vélo, j'arrive, je mange, je fais un goûter et je fais un repas le soir. Et je prends un pot d'Agendas et je m'en fiche, en fait. De toute façon, si j'ai fait 7 heures de vélo, t'as compris. Donc, si tu fais 5000 calories, il faut les manger, quoi. C'est aussi ça le malheur du sport de haut niveau dans la course à pied. Hein. C'est beaucoup dans la course à pied, le vélo. Il y a des sports comme ça, un petit peu moins dans d'autres sports, c'est les sports d'endurance. Ça, on en parle de plus en plus aussi, de Ouais, syndrome Redes chez Ouais, les mais femmes en et chez fait, les moi, hommes ce que aussi. je trouve un peu dommage, c'est de parler du syndrome Redes. Alors ça, oui, ok, je suis ok. Moi, j'en peux plus d'entendre parler du syndrome Redes. En fait, il faut faire de la prévention. Il faut dire aux gens de manger, quoi. Moi, je vois des comportements des fois où, en fait, tu sais, se gaver de salade, c'est pas à manger. C'est pas ça de la nourriture. C'est des limaces qui mangent de la salade. Il faut vraiment manger quand tu fais du trail. Et se gaver de salade et de chou blanc, c'est... Ah ouais, je suis bien d'accord. Et De toute donc, façon, en fait, sur le long terme, ça le ira problème, pas. c'est que en fait, ça concerne les personnes directement à long terme. Donc, enfin, je sais pas si toi, tu as eu, par rapport à tes expériences, tu parlais, est-ce que tu as... Oui, moi j'ai été dans l'extrême à ce niveau-là de la nutrition, de vouloir être... Enfin, c'était plus psychologique que par aspect physique ou de performance. Mais en tout cas, j'ai vu que ça fonctionnait pas de ne pas manger, ça c'est certain. Jusqu'à la fin des fins, voilà, de pouvoir aller jusqu'à... Mais c'est pas, par exemple, le sport qui t'a sorti ou Si, qui t'a ouvert un peu si. les yeux, parce que ça, je trouve que c'est beau. Enfin, Ouais. moi, Si le sport ce m'a ce que je vraiment véhicule aidé. le plus, quoi. Bah en fait, finalement, pendant les phases d'anorexie, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tu as une sorte de volonté de te faire disparaître physiquement. Tu n'as plus du tout conscience de qui tu es physiquement, à quoi tu ressembles. Et le sport, c'était la seule chose qui faisait physiquement sentir... Tu te reconnaissais. Vivante. Et c'est clairement ça qui m'a tirée d'affaire, on va dire, et qui m'a fait... remonter la pente, en fait. Je me suis dit, pas que pour ça, aussi pour les proches et autres, mais ça pousse à te dire, si j'aime ça, il va falloir manger. Donc allons-y, quoi. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus saine à la nourriture et ça m'a aussi apporté une vraie passion pour la nutrition, d'en connaître plus, de savoir pourquoi il faut manger bien, comment, et se déculpabiliser, mais... Voilà, en étant allée dans cet extrême-là, moi, ça m'a pris des années. Je pense que ça fait 2 ans que je suis sereine avec ça, alors que donc, j'ai passé 10 ans de combat pour retrouver de la sérénité et apprendre en fait à remanger, quoi. Et moi, le seul truc, c'est que je pense que le sport, c'est bien pour apprendre la vie, expérimenter la vie plutôt et faire ses essais, mais sans être dans la vraie vie, quoi. Je trouve que à chaque fois, les petites erreurs, tu peux les faire dans le sport et puis c'est pas grave. Et puis quand tu les fais dans la vie, des fois, ça coûte un peu plus cher. C'est vrai. Et je trouve juste dommage que, en fait, c'est quand même un enseignement que je trouve majeur dans le sport et que des gens qui fassent du sport n'arrivent pas à se rendre compte de ça. Et donne aussi un exemple aux autres. Mais après, on est vraiment dans les pires sports aussi, pour ça. Non, mais c'est vrai. Ça a peut-être la course sur route. Si tu veux faire, tu regardes la natation, pas d'anorexique. Non. Thibaut, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. C'était un super moment. C'est la fin de notre échange. Partagé.
On se voit à Cham cet été sur l'UTMB. Je te oui, j'espère. Oui. Ça veut dire que je suis au départ déjà, donc ce sera déjà la moitié de fait. Aucun doute là-dessus. Allez. À cet été. Ouais, ciao. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et qu'il vous a donné envie de sortir courir sur les sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à partager cet épisode avec un ou une amie, un collègue ou un partenaire de trail. Pour être sûr de ne pas manquer notre prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur nos réseaux sociaux @UTMB World Series. On se retrouve le mois prochain dans Crossed Paths pour une nouvelle rencontre.